nature and nature's law lay hid in night. God said, "Let Newton be," and all was light. Le siècle des Lumières, le XVIIIe siècle, est ainsi appelé parce que c'est l'âge de raison. Que veut dire la lumière? Que veut dire la raison pour les philosophes du XVIIIe siècle? Dans un article dans l'encyclopédie, la grande œuvre du XVIIIe, Dumancé dit « La raison est à l'égard du philosophe ce que la grâce est à l'égard du chrétien. » Ce n'est pas dire que la raison remplace la grâce, mais que la raison, en fait, donne les solutions aux problèmes de l'homme. 3 mots importants que nous allons rencontrer au cours de cette émission sur le siècle des Lumières. Raison, lumière et bonheur. La raison contribue au bonheur et le bonheur vient des lumières, des connaissances. Dans le frontispice à l'encyclopédie, nous avons la raison et la métaphysique qui dévoilent la vérité. C'est important de penser que les philosophes du siècle des Lumières mettaient toute leur foi dans cette raison, dans ces connaissances, donc dans la lumière. Qui sont ces grands philosophes du XVIIIe? Nous avons d'abord Montesquieu, qui en 1721 écrit les Lettres persanes, et plus tard, en 1748, écrit l'Esprit des lois. Ensuite, Voltaire, qui devient le patriarche de ce mouvement philosophique à partir des années 1750. Nous allons revenir à Voltaire dans notre deuxième émission. En plus, il y a Diderot. Diderot, ce grand esprit philosophique qui devient matérialiste après avoir été déiste, et finalement Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau qui écrit le Contrat social en 1762 et Émile, ce grand homme sur l'éducation, en 1762 également. Donc, les grands philosophes que nous avons rencontrés, que nous allons voir maintenant en images, les grands philosophes ont contribué à la diffusion des idées. Il faut se poser la question, quelles idées, bien sûr? Parce que le siècle des Lumières, c'est aussi le siècle de la Révolution française. La Révolution française, et on le dit comme si c'était vrai, c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau. La Révolution française qui va commencer en 1789 avec la prise de la Bastille. Mais est-ce que c'est la faute à Voltaire? Est-ce que c'est la faute à Rousseau? Dans l'Ancien Régime et la Révolution, Tocqueville dit que oui, qu'en fait, les philosophes ont inspiré le peuple à se révolter en 1789. Je vous lis un extrait de l'Ancien Régime et de la Révolution. La France était depuis longtemps, parmi toutes les nations de l'Europe, la plus littéraire. Néanmoins, les gens de lettres n'y avaient jamais montré l'esprit qu'ils y firent avoir vers le milieu du XVIIIe siècle, ni occupé la place qu'ils y prirent alors. Cela ne s'était jamais vu parmi nous, je pense, nulle part ailleurs. Les gens de lettres s'occupaient sans cesse des matières qui ont trait au gouvernement. C'était là même, à vrai dire, leur occupation propre. On les entendait tous les jours discourir sur l'origine des sociétés et sur les formes primitives, sur les droits primordiaux des citoyens et sur ceux
de l'autorité, sur les rapports naturels et artificiels des hommes entre eux, sur l'erreur ou la légitimité de la coutume, et sur les principes mêmes des lois. Il faut savoir que Tocqueville écrivait l'Ancien Régime et la Révolution en 1850 et que ce livre a été publié en 1856. Mais le fait est que les philosophes ont eu une influence considérable sur le peuple à l'époque de la Révolution. Écoutons encore une fois Tocqueville. Les écrivains ne fournirent pas seulement leurs idées au peuple qui la fit. Ils lui donnèrent leur tempérament et leur humeur. Sous leur longue discipline, en absence de tout autre conducteur, au milieu de l'ignorance profonde où l'on vivait de la pratique, toute la nation, en les lisant, finit par contracter les instincts, les toits d'esprit, les goûts et jusqu'au travers naturel à ceux qui écrivent. De telle sorte que, quand elle eut enfin à agir, elle transporta dans la politique toutes les habitudes de la littérature. Cette description de Tocqueville nous fait sentir que les idées des philosophes allèrent jusqu'à la Révolution. Ce n'est pas étonnant qu'à l'époque de la Révolution, on enterra Voltaire et Rousseau dans le Panthéon. Le Panthéon qui est consacré aux grands hommes de la Révolution. Et comme Voltaire et Rousseau se détestaient, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'ils font le soir? Ils doivent se quereller sans fin. Un autre mot important pour le siècle des Lumières, c'est l'homme et son bonheur sur la terre. Que veut dire ce bonheur? Le bonheur terrestre. Dans l'encyclopédie, nous avons une définition de ce bonheur décrit par l'abbé Pestré. Un article qui s'appelle « Bonheur ». Bonheur se prend ici pour un état, une situation, telle qu'on en désirerait la durée sans changement. Et en cela, bonheur est différent du plaisir, qui n'est qu'un sentiment agréable, mais court et passager. Tous les hommes se réunissent dans le désir d'être heureux. La nature nous a fait à tous une loi de notre propre bonheur. Tout ce qui n'est point bonheur nous est étranger. Voilà les philosophes qui développent un culte du bonheur. Le bonheur des hommes, on doit y arriver par la réforme de la société. Il faut changer la commune façon de penser, dit Diderot. Il faut éduquer, répandre des connaissances. Et c'est ça qui aboutit au bonheur. Le plus grand des philosophes du XVIIIe, d'après moi, c'est Voltaire. On va revenir à Voltaire dans plus de détails, mais rappelons-nous que les philosophes ne sont pas tous de la même foi. Diderot est déiste et devient matérialiste. Montesquieu est déiste. Et Voltaire a toujours été déiste. Mais Voltaire est aussi contre le fanatisme, contre la superstition. Que veut dire déisme? Dans le langage du XVIIIe siècle, déisme, ça veut dire en fait croire en Dieu, comme Voltaire le fait, car Voltaire dit « il y a une belle horloge qu'est l'univers, mais il faut qu'il y ait un horloger ». Donc la raison pousse Voltaire à croire en l'existence de Dieu.
On va voir que Voltaire disait « Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. » Mais il existe. On oublie souvent cette petite phrase de Voltaire qui suit la belle citation que tout le monde connaît. Montesquieu est déiste dans tous ses ouvrages. Rousseau est clairement déiste et pendant la Révolution française, on a créé une fête de l'être suprême. Et au milieu de cette fête, on retrouve l'effigie de Rousseau. Voilà, mais il faut aussi réformer la société, il faut abolir l'injustice, il faut essayer de créer un monde où nous pouvons être heureux. Le grand ouvrage du XVIIIe siècle est l'Encyclopédie. C'est certainement un petit livre ici, mais l'Encyclopédie était en 28 tomes de texte, 11 tomes de planches. Pourquoi ce grand ouvrage ? C'est parce que Diderot, qui est l'éditeur de l'Encyclopédie, voulait donner droit de cité à la science, aux métiers, aux professions. Alors on retrouve dans l'Encyclopédie toutes sortes de planches sur, par exemple, le sang qui coule dans les veines, l'astronomie, la physique, la mécanique et la botanique. La botanique, qui intéressait Rousseau, devient de plus en plus populaire à l'époque de l'Encyclopédie grâce à un grand homme qui s'appelle Buffon. Buffon qui écrit l'histoire naturelle en plusieurs tomes entre 1748 et 1778. Et là-dedans, on retrouve des planches magnifiques d'animaux, d'oiseaux, de plantes. Mais rappelons-nous aussi qu'au XVIIIe, il y a de grands voyages. La botanique provient de ces récits de voyage, des atlas de voyage et des livres écrits sur les voyages. Prenons par exemple le voyage ou les voyages de Captain Cook, James Cook, qui va en Australie, qui fait le tour du monde, qui va à Tahiti et qui rapporte le fruit à pain et qui rapporte beaucoup de plantes qu'on va planter ensuite dans le jardin des plantes. En plus de James Cook, nous avons aussi Bougainville, Louis-Antoine de Bougainville, qui a donné son nom à cette belle plante qu'on retrouve à l'île Maurice, qui s'appelle la bougainvillée. Et alors, Louis-Antoine de Bougainville et James Cook se retrouvent près de l'Australie, alors pas encore découverte convenablement, et il était fort possible que Louis-Antoine de Bougainville colonise à un certain moment l'Australie. Si on y pense, l'Australie aurait très bien pu être française. Mais malheureusement, il a passé en dehors des Coral Reefs et James Cook s'est approché beaucoup plus de l'Australie et ça a été suivi par la colonisation de Captain Phillips plus tard. Donc la botanique joue un rôle important dans la diffusion des idées au siècle des Lumières. L'autre aspect qui joue un rôle important, ce sont les sciences physiques. Rappelez-vous la citation avec laquelle nous avons commencé. All nature and nature's law lay hid in night. God said, let Newton be, and all was light. C'est-à-dire que le siècle des Lumières ne commence pas en 1700. Le siècle des Lumières commence avec Newton
et ses principes de mathématiques en 1686. Et le siècle des Lumières commence aussi avec John Locke et son essai sur l'entendement humain. Newton, qui devient la lumière, un pilier de ce siècle, devient l'idole de Voltaire. Et c'est Voltaire qui répand les idées de Newton dans ses éléments de la philosophie de Newton. Bien sûr, il a à se battre contre les traditionnels et les traditionalistes qui défendent Descartes. A quand même eu une influence considérable sur le siècle des Lumières, sur le XVIIIe siècle. C'est le cartésianisme qui a appris à des gens comme Voltaire, Diderot, de penser, de tout examiner. Examiner tout, ne rien accepter sans preuve, combattre les autorités, la tradition de l'Église, de l'État, des écrits saints, des classiques, et substituer la science et la raison à cette tradition. Et tout ça pour aboutir au bonheur. Le bonheur se mesure à quoi? Le bonheur se mesure à un degré de confort, mais aussi une tranquillité d'esprit, à une égalité totale entre personnes. Rappelons-nous que Rousseau, dans le contrat social, écrit « L'homme est né libre, et partout il est dans les fers. Tel se croit le maître des autres, qui ne laisse pas d'être plus esclave qu'eux. Comment ce changement s'est-il fait? Je l'ignore. Qu'est-ce qui peut le rendre légitime? Je crois pouvoir répondre à cette question. Si je ne considérais que la force et l'effet qui en dérivent, je dirais, tant qu'un peuple est contraint d'obéir et qu'il obéit, il fait bien. Sitôt qu'il peut mieux secouer le joug et qu'il le secoue, il fait encore mieux. Car retrouvant sa liberté par le même droit qui la lui a ravie, ou il est fondé à le reprendre, ou l'on ne l'était point à la lui ôter. La liberté, l'égalité, voilà le contrat social. C'est un contrat entre monarque et peuple, et si le monarque offense le peuple en lui ôtant cette liberté, en lui ôtant cette égalité, le peuple a le droit de se révolter. Une des grandes offenses contre la nature humaine au XVIIIe siècle, c'est l'esclavage. Et bien sûr, nous connaissons l'esclavage à l'île Maurice trop bien. Cela va aboutir à l'abolition de l'esclavage en 1794, bien que l'esclavage continue dans les colonies jusqu'en 1834. Voilà Voltaire qui écrit dans Candide une page tout à fait émouvante. Candide et Cacambo rencontrent en dehors de Suriname un esclave. L'esclave a perdu une jambe et un bras. Voilà ce que dit Voltaire. En approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre étendu par terre, n'ayant plus que la moitié de son habit, c'est-à-dire d'un caleçon de toile bleue. Il manquait à ce pauvre homme la jambe gauche et la main droite. « Eh, mon pauvre homme, lui dit Candide en hollandais, que fais-tu là, mon ami, dans l'état horrible où je te vois? J'attends mon maître, Monsieur Vanderdendur, le fameux négociant, répondit le nègre. Est-ce Monsieur Vanderdendur, dit Candide, qui t'a traité ainsi? Oui, monsieur, dit le nègre.
c'est l'usage. On nous donne un caleçon de toile pour tout vêtement 2 fois l'année. Quand nous travaillons aux sucreries et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main. Quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe. Je me suis trouvé dans les 2 cas. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Ô Pangloss, dit Candide, tu n'avais pas deviné cette abomination. Sans effet, il faudra qu'à la fin je renonce à ton optimisme. Cette abomination. L'esclavage pour Voltaire, c'est une abomination. C'est l'exemple le plus grand du mal que peut faire un homme à un autre homme. Il faut donc mettre l'accent sur le bonheur. Et le bonheur, c'est la vertu. Mais la vertu, c'est une vertu non pas religieuse et morale, c'est la charité envers le prochain. Alors, que veut dire cette charité? La charité, ça veut dire traiter les autres comme soi-même. C'est là que la philosophie du siècle des Lumières rejoint la morale chrétienne, la religion. Cette quête du bonheur, on va le retrouver dans la fraternité, dans l'égalité, dans la liberté de tous. Voilà les mots qui se retrouvent à la Révolution. Liberté, égalité, fraternité. Des idées de Voltaire, de Diderot, de Montesquieu et bien sûr de Rousseau. Mais pour arriver à ce bonheur, il faut combattre un ennemi que nous retrouvons tous les jours. Chez nous, c'est le fanatisme. N'oublions pas que de nos jours, le terrorisme est latent et le terrorisme est une forme de fanatisme. Voltaire, déiste, veut que les hommes s'aiment comme des frères, que la religion ne mette pas d'obstacle entre les hommes. Et il écrit une très belle page dans les Lettres philosophiques de 1733, où justement il parle de l'Angleterre comme un endroit où la liberté de conscience, l'égalité existe et où la superstition est combattue dans les aspects pratiques de la vie de tous les jours. Voici sa description de la bourse de Londres, le Stock Exchange, et comment les gens qui vont travailler au Stock Exchange, oublient la différence religieuse. Je lis un extrait de la 6e lettre philosophique de Voltaire. Entrez dans la bourse de Londres, cette place plus respectable que bien des cours. Vous y voyez rassembler les députés de toutes les nations pour l'utilité des hommes. C'est-à-dire que l'utilité des hommes, le commerce, l'argent, la quête du commerce, la quête de ce commerce, ça réunit les hommes. Ce qui divise, c'est la religion. Je reviens au texte. Là, à la bourse, le juif, le mahométan et le chrétien traitent l'un avec l'autre, comme s'ils étaient de la même religion, et ne donnent le nom d'infidèles qu'à ceux qui font banqueroute. Là, le presbytérien se fie à l'anabaptiste et l'anglican reçoit la promesse du quaker. Au sortir de ces pacifiques et libres assemblées, les uns vont à la synagogue, les autres vont boire au bistrot, celui-ci va se faire baptiser dans une grande cuve au nom du Père, par le Fils et au Saint-Esprit, celui-là fait couper le prépuce de son fils,
et fait marmotter sur l'enfant des paroles hébraïques qu'il n'entend point. Ces autres vont dans leur église attendre l'inspiration de Dieu, leur chapeau sur la tête, et tous sont contents. C'est l'Église, ce sont les rites, d'après Voltaire, les pratiques religieuses qui séparent et divisent les hommes. Le commerce, la quête du bonheur, réunit ces hommes. Une autre façon de revenir au bonheur, c'est de diffuser les idées philosophiques. L'encyclopédie, qui est la grande œuvre du XVIIIe siècle, commence en 1751. Et là, les philosophes se mobilisent. Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu écrivent pour cette encyclopédie. Bien sûr, il y a la censure. Les jésuites essaient de mettre obstacle à cet ouvrage. On condamne les 2 premiers tomes, mais Diderot persiste. Il publie clandestinement. Et il y a 150 contributeurs écrivains qui écrivent pour l'encyclopédie. Bien sûr, ce ne sont pas tous des philosophes, il y a des prêtres, il y a des jésuites, il y a des anti-philosophes qui écrivent pour cette encyclopédie. Mais la grande œuvre de l'encyclopédie demeure quand même l'examen de toutes les traditions, de tout l'héritage classique religieux. Et le but de l'encyclopédie, c'est de changer la façon commune de penser, de répandre les connaissances, d'essayer d'élargir les connaissances en termes de science, d'éducation, de philosophie.